Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce vendredi, assainissement dans le secteur de la boulangerie, saisie importante des services régionaux du commerce de Dakar, opération réalisée à la Médina. On vous explique tout dès le début de cette édition. Pénurie de gaz butane à Kaolack, situation insoutenable, vous le verrez, pour les ménages. Reportage à suivre avec notre équipe à Kaolack. Attention, danger des vapoteurs et vapoteuses dans les établissements scolaires, des cigarettes électroniques vendues dans certaines écoles. L'association des parents d'élèves alerte les autorités. Et puis en sport, football, le sélectionneur national a publié sa liste de 26 joueurs pour les matchs contre le Soudan du Sud et le Togo. Les détails dans la page des sports. Une montagne de baguettes, 20 motos et 60 vélos, saisie effectuée par le service régional du commerce. Cette saisie entre dans le cadre de l'opération d'assainissement dans le secteur de la boulangerie. L'opération a été effectuée à la Médina. Maimouna Ndiaye. De la livraison du pain à la distribution, plusieurs règles d'hygiène à respecter conformément à la réglementation du secteur de la boulangerie qui date de 2019. Dans les points de vente, le constat est là, amer. Le pain ne doit pas être transporté à travers ces véhicules, les pousse-pousse, des charrettes. Il y a eu peut-être un petit relâchement depuis un certain temps et nous avons jugé nécessaire de remettre sur orbite quand même toute la réglementation concernant ce secteur. Il ne sera plus jamais comme avant, ça je fais la promesse. Donc le service régional est déterminé à sortir le pain du circuit irrégulier de distribution. Cette opération d'assainissement vise à rationaliser les investissements dans le secteur de la boulangerie. Ce que l'État veut, c'est une rationalisation de l'investissement dans ce secteur. Donner un coup de pouce à ceux qui s'acquittent de leurs obligations fiscales de façon régulière, qui ont consenti des investissements lourds et qui doivent être aussi protégés par l'État. Et au-delà de cet appui, de ce soutien à l'investissement, l'État protège le consommateur contre ces manipulations à n'en plus finir du pain, qui finit par atterrir dans le ventre du consommateur avec tous les dangers que cela représente. Après Médina, Gueule-Tapée et Niaritali, d'autres localités vont suivre. Merci Maimouna. Dans l'actualité également, la pénurie de gaz butane à Kaolack. Les bonbonnes sont presque introuvables. Situation insoutenable, vous allez le voir, pour les ménages. Reportage Ousmane Dem. Entre rupture de stock et difficultés liées à l'interchangeabilité, les commerçants ne savent plus où donner de la tête. Et cela est dû principalement au manque de bouteilles que nous constatons. Nous avons toujours lutté pour que ce principe de l'interchangeabilité des bouteilles puisse marcher, puisque cela a toujours existé. Donc c'est un principe qui consiste à permettre aux clients, aux détaillants, aux revendeurs de pouvoir acheter, quelle que soit la marque qu'ils aient, contre une autre marque. L'essentiel que ce soit l'équivalent entre les deux emballages. Cette situation est durement ressentie par les consommateurs. C'est pourquoi, conformément donc aux dispositions de l'arrêté interministériel pris le 19 mars par les ministres du pétrole et des énergies et du commerce. Donc il s'était agi de convoquer une réunion préalable avec tous les acteurs, notamment les gérants des dépôts de gaz, mais également l'association des boutiquiers détaillants de la région, pour partager un peu la réglementation en vigueur concernant la distribution du gaz. Donc cet arrêté dit clairement qu'il est interdit aux détaillants et aux grossistes de refuser de prendre les bonbons de gaz venant des autres unités industrielles. Le problème lié à l'interchangeabilité constitue un manque à gagner pour ces commerçants. Oui, cet arrêté est venu à son heure. Moi, j'allais dire que c'est venu tardivement, puisque ça a beaucoup gâché, en tout cas empiré la situation qui prévoit actuellement sur les ruptures sévères de gaz. Des spéculateurs s'en profitent pour dicter leurs lois. Il y a également d'autres problèmes qui concernent la distribution
qui est un peu orthodoxe et qui est le fait des gérants de moto Jakarta et autres charretiers, donc qui viennent vraiment perturber la distribution en faisant des pratiques de prix illicites. Donc c'était l'occasion donc vraiment de sensibiliser tous les acteurs sur cette question-là. Pour mieux faire respecter cette réglementation, le service du commerce de Kaolack va dérouler une campagne de sensibilisation. Et parlons justement de la production de gaz et de pétrole, cessation des parts de BP à Cosmos. Des experts pétroliers exigent des réponses sur cette transaction. Le directeur général de Petrosen rassure, pour lui, BP s'est retiré d'un commun accord. Explication, Mamadou Fall. Énergie hérite des parts de BP sur le projet gazier Yakar-Teranga. Une transaction qui suscite plusieurs questions. Pour cet expert pétrolier, pour lui, la cession des parts de BP à Cosmos doit être au bénéfice des populations. Quels sont les tickets d'entrée par rapport à toutes ces compagnies pétrolières et gazières? Et aujourd'hui, quelles sont ces transactions financières? Sont-ils exempts de fiscalité? L'autre chose, pourquoi le Sénégal n'use pas de ses droits de préemption? C'est les questions que les Sénégalais doivent se poser. Et les 60% qui appartenaient à BP, qui est actionnaire majoritaire aujourd'hui, ça lui revient à combien et qui va lui donner par rapport à cette marge financière? Transaction qui obéit aux règles régissant les hydrocarbures, pas de quoi s'alarmer, selon le DG de Petrosen. Le projet Yakar-Teranga, c'était un projet de recherche et on a trouvé 20 TCF. En tout cas, d'importantes quantités de gaz. Maintenant, dans les discussions, une fois qu'on trouve, il faut qu'on discute sur la façon d'exploiter ce gaz-là. Et dans les discussions, il y a eu vraiment des mésententes techniques avec l'opérateur qui est BP. BP a ses objectifs, nous avons nos objectifs, et comme ça n'était pas conciliable, et on a cherché la possibilité de retrait de BP avant l'heure. Parce que aussi, un permis, il dure un temps bien déterminé. Donc, quel que soit Alpha, ils auraient pu sortir à la fin de l'acte, de l'autorisation qui leur a été donnée. Mais ils ont quand même été fair play. Ils ont compris que nous, on avait besoin de ce gaz pour faire un projet domestique, c'est-à-dire pour faire bénéficier les Sénégalais directement de notre gaz. Mais comme le Sénégal, pour une première fois, a demandé plus de 20%. On a besoin d'un partenaire pour avancer, de Petrosen qui avait 10% et Cosmos qui avait 30%. Cosmos a quand même beaucoup plus d'expérience. Mais on a pris 15% sur les 60% de Petrosen, de Cosmos, et on est monté à 25%. Ça ramène un débat intéressant. Le débat que ça ramène, c'est que les 10% étaient tellement dans la tête des Sénégalais et ils ont confondu les 10% de Petrosen dans les projets pétroliers et qui sont portés en amont à la part de l'État, qui sont totalement différents. Et aujourd'hui, en montant à 25%, ça rapporte quand même quelque chose à Petrosen, mais également à la fin de la journée à l'État du Sénégal, puisque Petrosen est une société détenue à 100% par le portefeuille de l'État. Le projet Yakar-Teranga va sortir les Sénégalais du coût élevé de l'électricité et pourrait même attirer les investisseurs internationaux concernant la création d'entreprises. Merci Mamadou. Toute autre chose avec ce rapport concernant les cas de viol et d'actes de pédophilie. En 2022, les 331 cas de viol et d'actes de pédophilie enregistrés dans 9 boutiques de droit de l'association, dans 9 boutiques de droit de l'association des juristes sénégalaises. Les 82 sont commis par des proches. Pour éradiquer ce phénomène, les juristes réclament l'application de la loi dans toute sa rigueur et sensibilisent les acteurs qui interviennent dans la prévention et la prise en charge des victimes. À Saint-Louis, zone où le viol et la pédophilie sont très fréquents, hélas. Ousseynou Diop, Habib Seck. Les juristes sénégalaises luttent contre les violences basées sur le genre et spécifiquement les violences sexuelles. Les juristes alertent sur les nombreux cas de pédophilie enregistrés en 2022 dans les 9 boutiques de droit. Il y a beaucoup de violences sexuelles dans cette région parce que nous avons une boutique de droit à Kébémer qui est proche de Saint-Louis et dans cette boutique de droit, 100% des violences, les 50% sont des victimes sexuelles. Pour le préfet de Saint-Louis, les cas de viol et de pédophilie sont très nombreux dans le département. Il prône des actions concrètes pour éradiquer ce phénomène.
par rapport à la loi. Je pense qu'il manque un peu cette sensibilisation, cette vulgarisation. Beaucoup ignorent en tout cas l'existence même de cette loi. Les journées de sensibilisation ont été organisées par les juristes sénégalaises. Elles veulent renforcer les acteurs intervenant dans la prévention et les procédures de prise en charge des victimes de violences. Qui travaillent en synergie pour que l'accès soit facile aux victimes et ces victimes puissent être réintégrées dans la société. Parce que comme vous le savez, les violences sexuelles ont des conséquences néfastes. Donc il faut une prise en charge holistique de ces victimes pour les aider. Les juristes sénégalaises comptent sur la lutte pour l'éradication des violences sexuelles par la sensibilisation et l'application de la loi criminalisant le viol et la pédophilie. La pose de la première pierre du centre des Grands Brûlés est prévue pour bientôt. L'annonce est faite par le responsable du service des réanimations à l'hôpital principal. Il s'agit du colonel Mohamedou Mansour Fall lors du 10e congrès panafricain en pathologie brûlure. Occasion saisie par le médecin pour demander aux États africains d'insister sur la prévention. Fatima Touré. Les travaux pour l'érection du centre des Grands Brûlés tant réclamés vont bientôt démarrer. La pose de la première pierre est même prévue incessamment. Une déclaration faite par le responsable du service des réanimations à l'hôpital principal à l'occasion du 10e congrès biennal de la Société panafricaine en pathologie brûlure. La pose de la première pierre est prévue pour bientôt. Ce centre va regrouper le volet réanimation des brûlés adultes et enfants, la chirurgie plastique qui est essentielle après une brûlure, mais également la rééducation précoce. Désormais, une personne brûlée gravement ne sera plus hospitalisée dans les hôpitaux, mais dans ce centre dédié où elle pourra bénéficier d'un suivi strict. Selon le médecin colonel, aujourd'hui, il est primordial d'insister sur la formation des médecins, particulièrement des paramédicaux qui jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des brûlés. C'est que d'abord, il faut former des acteurs. Dans chaque pays, il faut insister, nous insistons sur la formation d'un réseau d'acteurs, à commencer par nos collègues les paramédicaux, parce que encore une fois, dans cette activité de soins aux brûlés, les paramédicaux ont un rôle très important à jouer. Par ailleurs, Dr Fall pense que la prévention est la meilleure manière de réduire considérablement les cas de brûlés en Afrique, au Sénégal en particulier. Il va falloir mettre en place une stratégie de sensibilisation, d'information, d'éducation sur la santé et essayer de diminuer l'incidence de la brûlure. Je rappelle que l'Afrique est la zone où l'incidence de la brûlure est la plus élevée actuellement dans le monde. 5 à 8 pour 100 000 habitants, alors que dans les pays développés, dans le Maghreb, cette incidence tourne entre 0,5 à 1%. Donc vous n'en avez pas des moyens du curatif, donc autant faire beaucoup d'efforts pour avoir de bonnes postures de prévention, ça veut dire limiter les cas d'accident. Une loi doit être votée au niveau de l'Assemblée nationale afin de revoir les normes de construction selon le médecin colonel Mohamedou Mansour Fall. Une manière de parer aux accidents domestiques qui sont à un taux très élevé au Sénégal. Merci Fatima. Dans l'actualité également, l'irruption des cigarettes électroniques dans les établissements scolaires, des vapoteurs et vapoteuses dans les écoles. Attention, des cigarettes électroniques vendues dans certains établissements en forme de stylo. L'association des parents d'élèves déclenche le tocsin. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Mohamed Djeng. Dans les établissements scolaires, les cigarettes électroniques sont en vente dans un conditionnement attrayant pour pousser les enfants au tabagisme. Des produits vraiment qui sont détournés aujourd'hui, donc l'usage est détourné. Voilà, on peut fumer du e-cannabis, on peut fumer également du yamba à travers cette cigarette électronique en y ajoutant des parfums. Donc ce sont ces parfums-là qui masquent, qui font que donc les parents, quelqu'un d'autre qui ne connaît pas, pense que vraiment ça c'est juste la chicha, c'est juste des parfums, il n'y a pas de tabac, alors que ces produits contiennent 30% de tabac. Mais la configuration ressemble à des vies. Oui, parce qu'on veut attirer les jeunes, parce que ces produits ciblent la jeunesse. Donc à travers ces formes, la couleur, et on utilise en fait comme si c'était des gadgets, ça ressemble un peu à des clés USB, des marqueurs, des stylos. Il y a plusieurs formes et il y en a même en fait qui sont rechargés comme on recharge le téléphone portable.
Ouais, donc c'est vraiment des produits qui sont très dangereux. C'est la raison pour laquelle. D'où l'alerte lancée par les associations des parents d'élèves d'être vigilants face au comportement des enfants relativement à ces produits. Nous appelons aussi aux parents d'élèves d'être vraiment très vigilants pour que ces produits qui, avec des astuces de conditionnement, qui les présentent comme un outil de l'école, comme un marqueur, comme, disons, un stylo, et qui peuvent se trouver dans les sacs de nos enfants et détourner la vigilance des parents, mais qui n'est qu'un objet qui est nocif à leur santé. Et à quelle santé? Santé mentale et santé physique, puisque le tabac détériore complètement la santé de l'être humain. Aux autorités, ces parents d'élèves demandent le retrait du décret organisant la vente du tabac au Sénégal. Raison pour laquelle nous avions souhaité que certains produits nocifs qui sont là, à la portée de nos enfants, puissent vraiment être arrêtés. Raison pour laquelle nous aurions souhaité que le décret qui organise la vente de ces tabacs, et surtout de ces tabacs nouveaux émergents, soit retiré, puisqu'on a eu dire que cela a été adopté au niveau d'un conseil ministériel. Ces produits nouveaux nocifs de l'industrie du tabac commencent à s'introduire dans les établissements d'enseignement au Sénégal, au détriment de la santé des enfants. Restons dans le monde scolaire, insécurité, vol de matériel didactique dans les établissements publics à Tivaouane. Les écoles alimentaires n'ont ni eau ni électricité, situation qui perturbe fortement le fonctionnement de ces établissements. Cheranta Diop, c'est la tire. Les écoles élémentaires sont en difficulté. Beaucoup d'établissements scolaires ne sont pas clôturés. Des cas de vol sont enregistrés. Certaines écoles n'ont ni eau ni électricité, ce qui constitue un blocage pour l'effectivité des enseignements-apprentissages. Nous n'avons pas attendu ce jour pour anticiper sur les véritables problèmes liés au fonctionnement des écoles, qui sont les écoles qui ne sont pas clôturées, donc il n'y a pas de sécurité, où il y a la divagation des animaux, aussi il y a des vols répétitifs sur le matériel de l'école, les écoles sans eau, pas véritablement suivre les enseignements, apprentissage comme il se doit. Cette situation appelle les autorités municipales à se mobiliser pour relever le défi. C'est pourquoi la mairie de Tivaouane décide de consentir aux sacrifices nécessaires pour que l'école recouvre sa plénitude. Nous avons travaillé sur un projet, le projet École et Éco-Dara. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le finaliser et nous avons modélisé et sous peu, nous allons lancer l'école 7. Le projet consiste en la prise en charge de l'électricité de l'école, de l'eau à travers les énergies renouvelables, l'eau souterraine et le soleil. Ensuite, doter l'école, toutes les classes d'électricité, en plus de les accompagner aussi sur le plan écologique à travers l'apprentissage du micro-jardinage et les sensibiliser aussi sur les enjeux environnementaux liés au réchauffement climatique. Toutes ces contraintes, l'IEF de Tivaouane a obtenu de bons résultats l'année dernière et elle est classée première au niveau régional. Merci Cheranta. Dans l'actualité également, l'inquiétant phénomène de vol de pirogues à Rufisque. Alors faut-il voir un lien avec le phénomène de l'immigration clandestine? Les acteurs de la pêche sont pantois devant cette situation rocambolesque. Abdou Diouf Diagne. Lutte contre l'immigration clandestine, des acteurs de la pêche montent au front et alertent sur une nouvelle pratique développée par des businessmen et des sacheurs de primes. Ils indexent ces nouveaux venus et les accusent de vol de pirogues pour organiser des voyages. Ce phénomène-là a même dépassé l'immigration clandestine. Il y a des vols, il y a des vols de pirogues, il y a des vols de moteurs, il y a toutes sortes d'agressions qui se passent actuellement en mer. Quand tu es propriétaire d'une pirogue, tu ne dors pas la nuit parce que tu penses que demain tu peux réveiller sans voir ton pirogue. Donc c'est tellement catastrophique. Et la terre, c'est pas la mer. Donc tu peux surveiller à terre, mais en mer, c'est autre chose. Donc on l'alerte aussi la marine d'être plus vigilant parce que c'est lui qu'on a doté la mer. Donc pour une meilleure gestion de la sécurité des enfants. Avec le nombre de départs
Un manque de bras se fait déjà sentir dans beaucoup de familles de pêcheurs. Je demande aussi le président Macky Sall, son excellence, de décréter 3 jours de deuil pour ces pêcheurs. Parce que c'est des pêcheurs qui sont morts en mer. Et on n'a pas encore vu qu'il décrète un jour de deuil pour ces gens qui sont morts dans la mer. C'est des Sénégalais. Et c'est tellement dur. Des familles disloquées, des parents perdus par leurs enfants. Donc la catastrophe, le malheur est plus profond qu'on le pensait. S'attendre au pire si le phénomène n'est pas tout de suite combattu, car à l'heure actuelle, disent-ils, le climat n'est pas favorable et les risques de chavirement sont encore plus élevés. 6e édition des Journées de l'Habitat, thème retenu Mbour, terre d'opportunités. Le programme de 100 000 logements, la phase production massive démarre en janvier 2024, selon le ministre Abdoulaye Seydou Sow. Voyons tout cela avec Ndeye Matidjeng. Les 100 000 logements se portent bien. C'est une déclaration de Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Il ajoute que la phase production massive va démarrer d'ailleurs en janvier 2024. Nous étions à 5 000 unités d'habitation. Voilà. Moi, l'effort qui est recherché, c'est en dehors de ces 5 000 d'arriver à 20 000 logements. Et cela, de bons paradigmes ont été posés. L'année prochaine, mois de janvier, nous entrons dans la phase de production massive avec non seulement les promoteurs privés nationaux, mais avec des internationaux. Ces propos sont tenus lors de la 6e édition des Journées de l'Habitat, une initiative de Dieynaba Seydouba, journaliste, qui explique le choix porté sur Mbour. Mbour parce que c'est le département qui est le plus proche de Dakar. Diass, c'est la porte donc, du département de Mbour. Et nous, on a pris note de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, des choses un peu à rectifier. Et je pense qu'après, on pourra aller dans d'autres localités, reproduire le même concept. Pour elle, il faut davantage faire le marketing des terroirs. C'est une solution au problème de surpeuplement de la capitale sénégalaise. Faire un projet qui s'appelle Fimoy Sénégal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller à Mbour, montrer qu'il est possible d'habiter, qu'il est possible d'avoir des lotissements, qu'il est possible d'avoir du business, qu'il est possible là-bas de faire un investissement gagnant. Ces journées de l'habitat vont durer 3 jours et selon le ministre Abdoulaye Seydou Sow, le résultat va faire l'objet d'une très bonne analyse pour améliorer les conditions de logement des Sénégalais. Merci Ndemati. Dans notre focus culture, nos reporters sont allés à la rencontre d'un artiste né aveugle en 1955. Il a toujours vécu à Dakar et a appris les instruments sans fréquenter d'école spécialisée. Pape Niang est celui qu'on appelle le Stevie Wonder sénégalais du fait de son infirmité, mais aussi de son talent de musicien instrumentiste. Portrait Ibou Diouf. Pape Niang s'est révélé à une partie du grand public grâce à ce type. Le musicien et chanteur sénégalais est certes non-voyant, mais reste une des voix du jazz au Sénégal et se définit comme handicapable. Parlant de mon répertoire, j'aime bien le morceau que mon idole Stevie Wonder a apprécié. Sa passion pour la musique, il le doit à son grand frère Ousmane Niang, grand mélomane aussi. Il avait ses disques d'Otis Redding, l'Orchestra Aragon, Stevie Wonder, entre autres grands jazzmen. Bon, ay jazz, ay blues, ay rock. Je pense qu'il faut avoir les pieds sur ses épaules, ce qui n'est pas facile dans notre milieu de la musique. Au début de sa carrière, Pape Niang enchante son public avec des imitations parfaites de James Brown ou de Ray Charles, mais aussi avec ses propres morceaux en anglais, en français ou en wolof. Non, Lolo, Parlant de mon handicap, je dis souvent à mes amis que c'est la volonté divine et ça n'empêche pas l'artiste d'être performant, comme de grands d'ailleurs. Mr. Richard, tu vois, Pape Niang et son groupe sont en plein dans les répétitions pour un album international. Une autre manière de prouver au grand public que le handicap n'est jamais un frein, d'où son concept handicapable.
Merci Ibou. Dans l'actualité sportive, le sélectionneur national Aliou Cissé a publié sa liste de 26 joueurs pour les confrontations contre le Togo et le Soudan du Sud, match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026. Pape Faranig. Une liste sans surprise, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal mise sur la continuité. Contre le Soudan du Sud et le Togo, Aliou Cissé s'attend à des rencontres difficiles contre deux styles différents. Un match très important, se méfier de cette équipe du Soudan, ne pas les prendre à la légère. C'est une équipe qui viendra bien sûr ici pour faire un bon résultat. Le Soudan du Sud, c'est un invité qu'on ne connaît pas très bien, en réalité qui vient de changer d'entraîneur aussi. Apparemment, c'est l'ancien entraîneur de Madagascar, Dupuis, qui y sera. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va nous apporter. Mais c'est un match que nous préparons vraiment avec sérieux. Le Togo, on le connaît, c'est une équipe qui nous a éliminés en 2006. C'est une équipe qui nous empêche d'aller à la Coupe du Monde en 2006. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, quand vous allez au Togo, ils vous parleront que de ça. On vous a éliminé durant le mondial en 2006, on est capable encore de le faire. Et c'est une équipe qui a énormément de qualité, avec de très très bons joueurs, avec un entraîneur expérimenté. Une occasion d'anticiper sur la préparation de la CAN et renouer avec la victoire du Stade Maître Abdoulaye Wade après la défaite contre l'Algérie. En réalité, cette compétition maintenant se prépare dans les éliminatoires. Donc c'est sur ça qu'on a anticipé, si vous avez bien regardé. On a joué quand même 3, 4, 5 matchs qui nous a permis d'avoir un peu plus de certitude sur notre groupe. Après, comme je l'ai dit, plus nous allons avancer, effectivement, plus le groupe va se réduire. L'inefficacité des attaquants à 2 mois de la CAN, Aliou Cissé compte y remédier. C'est vrai, quand on regarde aujourd'hui les ratios de but depuis le début de la saison, on peut s'inquiéter des ratios de but marqués par nos attaquants. Mais j'ai envie de dire qu'en équipe nationale, nous on a souvent marqué des buts. Il n'y a pas seulement un attaquant type qui marque des buts. Et si vous regardez depuis des années et des années, ça faisait longtemps quand même qu'un attaquant, un numéro 9, marque plus de 20 buts ou bien 30 buts au niveau au Sénégal. Je crois que le dernier qui avait marqué plus de 20 buts, c'était Sadio Mané. Je ne m'inquiète pas trop de ce manque d'efficacité. Maintenant, il faut qu'on continue à travailler. Parce que marquer des buts, c'est aussi une question de confiance aussi. Le sélectionneur national a fustigé aussi les heures de rencontre à la CAN. Il a aussi abordé l'absence de certains joueurs dans sa liste. Lors de la conférence de presse, El Tactico a aussi déploré le huis clos imposé par la FIFA contre le Soudan du Sud à Dakar. Et parlons de la Coupe du Monde U17 qui démarre demain. Les Lionceaux U17 entrent dans la compétition. Logé dans le groupe D, le Sénégal affrontera en phase de groupe le Japon, la Pologne et l'Argentine. Écoutons le sélectionneur Serine Salioudia. Les chances, c'est comme les chances de l'Argentine, de la Pologne ou encore une fois du Japon. Je pense qu'on part tous à pied d'égalité, même si peut-être l'Argentine a eu 4 demi-finales, Pologne 4 participations. Je pense que nous, on est plus ou moins des novices, mais on n'est pas aussi champion d'Afrique pour rien. Je pense qu'on aura grandement nos chances à jouer, donc il va falloir qu'on joue sur nos valeurs, il va falloir qu'on se batte, il va falloir qu'on soit très déterminé dans ces compétitions, il va falloir, comme je l'ai dit tantôt, qu'on joue le match 1 à 1, qu'on essaie de progresser le match. Je pense sur cet aspect, on pourra mettre nos ambitions en place et progresser bien dans cette compétition. Et ce qui est important, c'est que tous les objectifs qu'on avait dans ces phases de préparation, que ce soit sur le plan local, à Toubab Dialaw, que ce soit aussi en Turquie avec des adversaires qui ont le même profil que les adversaires qu'on rencontre ici. Et la dernière étape qui était ici en Indonésie, je pense dans l'ensemble c'est une satisfaction, même si encore une fois la compétition va arriver demain, le plus important va arriver demain. Maintenant il y a beaucoup d'aspects sur le plan de la gestion des émotions à gérer. Maintenant nous on travaille un peu sur cet aspect sur le plan psychologique et encore une fois sur le plan du terrain, il y a beaucoup de choses à améliorer sur le plan de l'efficacité offensive. On a manqué pas mal d'occasions. Sur le plan aussi du bloc d'équipe, je pense qu'il y a encore un chantier. Mais on est en train de faire beaucoup de séances de vidéos, de les montrer les lacunes. Voilà, je pense qu'on se focalise plus ou moins sur cet aspect pour corriger et progresser. Voilà, Sénégal-Argentine donc dès demain, premier match des Lionceaux U17. C'est la fin de cette édition, merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, je vous retrouve pour Soir d'Info la suite avec le directeur du CESTI, Mamles Camara, Mamadou Ndiaye, qui est avec nous ce soir. A tout de suite.